Le président de la Guinée-Bissau est à Ouagadougou. Monsieur José Mario Vaz est dans notre pays dans le cadre des bonnes relations qui unissent le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Et puis le ministre de l'économie et des finances était à Paris le week-end dernier pour rencontrer les partenaires économiques de notre pays. Lucien Marie-Noël Bebamba a montré aux hommes d'affaires les opportunités de business qu'offre le Burkina Faso. Le juge Salifou Nebi a été accompagné ce matin à sa dernière demeure au cimetière de Gouin. L'inhumation a eu lieu en présence de collègues, amis et connaissances de l'illustre disparu. Et puis demain 11 juin, les élèves des classes de CM2 du Burkina Faso vont affronter les épreuves du CEP dans cette édition, les échos des préparatifs dans la région des Cascades. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Arrivé en fin de matinée dans notre capitale, le président élu de la Guinée-Bissau a été reçu cet après-midi par le président Blaise Compaoré. José Mario Vaz est venu remercier le président Blaise Compaoré pour son soutien lors de la transition et du même coup l'inviter à son investiture qui est annoncée pour le 23 juin prochain. Compte rendu Estelle Judith Assoba. Le président élu de la Guinée-Bissau est venu traduire la reconnaissance de son peuple au chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré pour le soutien qu'il a apporté à ce pays lors de la période transitoire. Nous sommes là surtout pour le remercier, tout ce qu'il a fait pour nous pendant 2 ans de la transition en Guinée-Bissau. Le président Blaise Compaoré est président du Nigeria. Ce sont 2 pays qu'il y a des militaires chez nous pour permettre la stabilité de notre pays. Le président Blaise Compaoré a beaucoup fait pour nous et nous sommes là pour remercier tous qu'il a fait vraiment pour la Guinée-Bissau et pour le peuple de Guinée-Bissau. L'investiture du nouveau président élu était aussi à l'ordre du jour de ce tête-à-tête. La date sera le 23 juin. On a invité le président Blaise pour être présent dans la cérémonie à Bissau. On a reçu la réponse positive de la part du président. La Guinée-Bissau sera vraiment très content avec la présence du président Blaise Compaoré dans notre pays. Après Ouagadougou, José Mario Vaz se rendra demain au Togo pour rencontrer le président Faure Gnassingbé. Voilà. Il a été élu depuis 2012. Le président de la Guinée-Bissau a été accueilli ce matin à sa descente d'avion par le ministre chargé de l'administration du territoire, M. Jérôme Bougma. Sur l'objet de sa visite de 48 heures dans notre pays, le président José Mario Vaz au micro de Evelyne Dabiré. Nous venons Burkina Faso pour rendre visite de courtoisie son Excellence le président Blaise Compaoré. D'autre part, on est là surtout pour remercier tout l'appui que le président Blaise Compaoré nous a donné. Il a beaucoup contribué pour la stabilité de notre pays. Et si on a aujourd'hui l'élection en Guinée-Bissau, c'est grâce à l'appui de Burkina Faso et du président Blaise Compaoré. Le ministre de l'économie et des finances, M. Lucien Marie-Noël Bebamba, était la semaine dernière à Paris pour présenter les potentialités économiques de notre pays. Au terme de sa mission, le ministre a animé un point de presse pour le bilan de sa mission. Reportage signé Évariste Kombari. Le Burkina Faso est un jeune pays toujours en construction. Sur le territoire national, de nombreux domaines d'activité, agriculture, mines, énergie, transport, télécommunications, sont ouverts aux investisseurs. Dans l'ordre des priorités, 3 grands secteurs se positionnent, a dit le ministre de l'économie et des finances lors de son point de presse tenu à Paris. Parce que pour nous, l'agriculture, c'est la priorité des priorités, pour plusieurs raisons. D'abord, ça va sur les sécurités alimentaires. Il est temps que nous puissions nourrir nous-mêmes nos populations. Deuxièmement, c'est le secteur, c'est le domaine où il y a le plus de populations qui vivent. Donc, investir dans ce secteur-là, c'est en même temps lutter contre la pauvreté. Le second secteur, c'est l'énergie. Nous avons insisté sur l'énergie solaire parce que nous pensons que c'est certainement la source qui, de notre point de vue, est la mieux adaptée pour notre pays. Voilà pourquoi le gouvernement mise beaucoup sur cela.
et a eu des plans de mesures spécifiques pour cela. En particulier, nous avons eu à défiscaliser tout ce qui est importation et production du solaire. Alors, l'autre élément sur lequel nous avons insisté, c'est le volet du tourisme. Donc, nous avons insisté beaucoup pour que, voilà, il puisse y avoir des initiatives pour construire, pour gérer, pour exploiter des hôtels. 3 secteurs clés qui permettront au gouvernement de lutter contre la pauvreté, de renforcer les performances du secteur privé et améliorer ainsi les conditions sociales des Burkinabés, a souligné Lucien-Marie Noël Bebamba. À Paris, le ministre de l'Économie et des Finances a présenté le plan architectural dans lequel le Burkina Faso souhaiterait voir les investisseurs français intervenir. Pour le ministre, le Burkina est un parti sûr parce que le pays connaît une croissance économique soutenue. Globalement, nous repartons satisfaits, a dit en conclusion Lucien-Marie Noël Bebamba, qui était accompagné dans sa sortie par ses conseillers techniques, le directeur général des impôts et le directeur général des douanes. Mission accomplie donc pour le ministère de l'Économie et des Finances. Le juge Salifou Nebié, décédé le 24 mai dernier dans des conditions non encore clarifiées, a été inhumé ce matin au cimetière de Goungé. Trouvé mort sur la route de Saponé, le juge a été conduit à sa dernière demeure en présence de parents, amis et collègues. Reportage de Bouma Ernest Nebié. C'est ici, au cimetière de Goungé, à Ouagadougou, que le juge Salifou Nebié a été inhumé. C'est un long cortège qui l'a accompagné de son domicile à sa dernière demeure. Collègues, parents et amis qui lui ont rendu un dernier hommage ont tous reconnu la bonté de l'homme ainsi que son ardeur au travail. Camarade Nebié Salifou et chers collègues, tu étais pour nous un leader, un magistrat courageux et engagé, un magistrat respectueux et travailleur, un magistrat consciencieux et aimable, un magistrat rassembleur et créateur de joie. Très chers frères et amis, Président Nebié, nos derniers échanges résonnent encore terriblement dans mes oreilles. Avec tant de qualité, comment pouvons-nous comprendre ce qui t'est arrivé? Non, ta vie ne peut pas se terminer comme ça. Et le souhait du président du Conseil constitutionnel est que la lumière soit faite sur la mort brutale de ce vaillant membre de son institution. C'est dans la douleur que nous attendons que toute la lumière soit faite sur cette disparition et que les auteurs soient identifiés et punis à la hauteur de leur forfait. En rappel, c'est le 24 mai dernier que le juge Nebié a été retrouvé mort sur la route de Saponé. Et les résultats définitifs de l'enquête ouverte à cet effet sont attendus avec impatience par la population. Et puis, suite à l'inhumation du juge Salifou Nebié ce jour au cimetière de Goungé, des incidents ont eu lieu. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Dramane Yamiogo, a animé une conférence de presse cet après-midi dans son cabinet. Il a exprimé la douleur et la compassion du gouvernement à l'endroit de la famille Nebié et du peuple tout entier et appelle la population au calme. Il a donné garantie que la justice mettra tout en œuvre pour élucider ce meurtre. Reportage de Nathalie Sawadgo Nabadou. C'est un jour triste pour nous, triste pour la justice, triste pour le gouvernement, parce que c'est au magistrat que nous sommes partis inhumés, et alors même que les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées. Je voudrais à cet égard exprimer toute notre reconnaissance à la famille et dire que le gouvernement est pleinement conscient de ce que la famille a dû endurer pendant plus de 2 semaines. S'agissant maintenant de ce qui s'est passé ce matin, je pense qu'il faut véritablement comprendre la douleur des uns et des autres. Et tout ce qui a été fait ce matin participe de cette douleur que nous comprenons. La justice est saisie du dossier, la justice mettra tout en œuvre pour élucider cette affaire. Et ça, je vous donne cette garantie.
Les personnes qui aujourd'hui se sont mobilisées au domicile de Nebié Salif pour accompagner son corps à sa dernière demeure n'ont pas totalement écarté la possibilité de débordement. Mais ensemble, compte tenu du fait qu'ils sont respectueux du droit à la vie, compte tenu du fait qu'ils sont conscients du devoir, lorsque le devoir se présente à vous, ils ont pris sur eux d'accompagner le corps de Nebié Salif en sa dernière demeure. Ils ont essuyé des violences verbales, des violences physiques. Je crois qu'il est utile d'apporter le soutien du gouvernement à toutes ces personnes qui ont eu ces frustrations, tout en reconnaissant qu'on ne peut pas s'empêcher d'être, j'allais dire, en colère. Nous disons qu'il convient de se contenir. Parce que à partir du moment où le dossier est entre les mains de la justice, à partir du moment où il est noté que tous les efforts sont mis en œuvre pour parvenir à la manifestation de la vérité, je pense qu'il est bon qu'on puisse nous faire confiance et faire confiance à la justice qui va tout mettre en œuvre pour élucider ce dossier. À l'heure où je vous parle, l'autopsie a été effectuée. Des auditions sont en train de se mener. Nous pensons que le dossier avance. Il y avait, dès le début des faits, le portable de Nebié Salif était porté disparu. Grâce à la diligence de nos services techniques, de nos services de police judiciaire, nous avons pu mettre la main sur la personne qui détenait ce portable-là. Et le portable est actuellement entre les mains des officiers de police judiciaire ainsi que la personne qui le détenait, et l'intéressé est en train d'être interrogé. Et puis l'éducation à présent, à l'instar de leurs camarades des autres régions du Burkina Faso, les élèves des classes de CM2 des Cascades seront soumis le mardi 10 juin et non 11 juin 2014 aux épreuves du certificat d'études primaires élémentaires et à celle de l'entrée en 6e. Cette année, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation enregistre plus de 14 000 candidats répartis dans 61 centres de composition. Le matériel de composition est déjà sur place et les différentes circonscriptions d'éducation de base s'activent à la réussite de la session. Le constat est signé Simplice Barreau. Tout comme ces élèves de la classe de CM2 de l'école Ouest A de Banfora, ce sont plus de 14 000 écoliers de la région des Cascades, candidats à la session 2014 de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Pour la présente session, toutes les dispositions sont prises au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale. Au nombre des candidats pour la session de 2014, et pour ceux qui font uniquement le certificat d'études, les CEP, ils sont 1046. Ceux qui font l'entrée en 6e uniquement, il y a 836. Et ceux qui font et le CEP et l'entrée en 6e sont 12 374. À quelques jours de l'examen du CEP, l'heure est à la révision des leçons. Ici à l'école Ouest A de Banfora, c'est la répétition générale en géographie. Pour l'instituteur de la classe, ses élèves sont prêts pour le mardi 10 juin, jour de l'examen. Les leçons sont assimilées, rassure-t-il. On se prépare quotidiennement à travers la préparation régulière des classes. On espère faire un bon résultat, c'est notre souhait. Les candidats, quant à eux, se disent confiants et même certains d'obtenir leur premier diplôme scolaire. Je révise souvent la nuit après ma toilette. Et après, si je révise, il y a des fois, ma mère me donne des conseils. Non, je n'ai pas peur. J'apprends sciences, histoire, géographie, et français et les calculs mathématiques. Je suis prêt. Pour un bon déroulement des épreuves du CEPE dans les Cascades, il faut l'implication des conseils municipaux des différentes communes de la région et aussi un accompagnement des parents d'élèves. Aux parents d'élèves, je vais leur demander d'accompagner les enfants. Il faut les tranquilliser pour qu'ils n'aient pas peur le jour de l'examen. C'est un examen, c'est comme d'habitude, seulement ils changent peut-être de centre de travail. Et aussi, nous allons lancer un appel aux communes. Les maires nous accompagnent pour la prise en charge au niveau de l'hébergement, de la restauration
et puis le transport. Je vais demander à tous les maires de continuer à nous appuyer. Les candidats au CEPE 2014, la région des Cascades, sont repartis dans 61 centres d'examen. Un collège d'enseignement général pour le village de Doulkon dans la commune rurale d'Arbolé. Fruit de la coopération Burkina-Chine-Taïwan à travers les engagements nationaux, ce collège a coûté 40 millions de francs CFA. Reportage signé Bouma Ernest Nebié. Avec l'ouverture de ce tout premier CG, c'était un soulagement total au sein de la communauté éducative et particulièrement chez les élèves et parents d'élèves. Situé à 15 km de Arbolé, province du Passouri, les élèves de la localité éprouvaient d'énormes difficultés pour poursuivre leurs études post-primaires. Et pour moi, c'était vraiment important que je sois là pour aussi demander au monde de l'éducation et particulièrement aux bénéficiaires, le bâtiment c'est important, mais c'est ce qu'on en fait qui est surtout le plus important. Fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan à travers les engagements nationaux, l'infrastructure a coûté 39 millions de francs CFA. Elle est composée de 4 classes, une salle administrative et des latrines. Comme l'a si bien dit un penseur, je cite, « L'éducation est une dette sociale », fin de citation. En effet, chaque génération doit avoir pour mission d'éclairer, d'entraîner et de guider la génération montante au respect des valeurs qu'elle a elle-même reçues en héritage. Les bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs ont saisi l'occasion pour poser un certain nombre de doléances pour le renforcement des acquis. Séance tenante, les engagements nationaux ont décidé de prendre en charge la construction d'un forage. Le MENA, pour sa part, s'est engagé à réaliser un bâtiment administratif et à renforcer le nombre de latrines. Et puis les rideaux sont tombés hier 8 juin 2014 sur le congrès du Parti indépendant du Burkina. Un congrès qui a permis au parti de donner sa position sur la situation politique de notre pays. Reportage une fois de plus, Bouma Ernest Nebié. Les travaux du premier congrès du Parti indépendant du Burkina PIB se sont achevés sur une note de satisfaction du président du parti et ses militants. Un congrès au cours duquel ils ont échangé sur le Sénat, le référendum et l'article 37 de la Constitution. Nous sommes arrivés donc aux conclusions qu'il fallait maintenir en état l'article 37. C'est clair, notre position est toujours la même, n'a pas changé, parce que c'est une proposition non consensuelle. Mais nous disons aussi que, contrairement à certains, le président du Faso a le droit de convoquer, n'est-ce pas, un référendum, c'est dans ses prérogatives présidentielles, et c'est dans l'article 49. Et nous disons que si d'aventure le référendum a lieu, nous ferons campagne pour faire valoir notre point de vue. Nous disons enfin que le Sénat, qui est dans l'article 78 de la Constitution, doit être mis en place, parce qu'on ne peut pas vouloir piocher dans la Constitution les éléments qui nous arrangent et vouloir rejeter le reste. Donc c'est clair que nous sommes assez cohérents, nous sommes conséquents et nous sommes des républicains. La rencontre a également permis aux militants de renforcer leurs connaissances sur la culture démocratique au Burkina Faso. La culture démocratique, nous avons appris à travers cela que nous devons partager et accepter. Nous ne devons pas dire la liberté en démocratie, ne veut pas dire aller casser, ne veut pas dire aller cafouiller ou être impoli. Non, la culture démocratique, ce que nous avons appris là, c'est la tolérance et l'acceptation d'autrui, l'acceptation des autres partis et surtout la recherche permanente de comment nous devons vivre au sein du Burkina Faso. Le président du PIB, Maxime Kaboré, dit se prononcer les jours à venir sur sa candidature à la présidentielle de 2015, une élection à laquelle il ne compte pas faire figuration. De leur côté, les cadres militants du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, venus des hauts bassins du sud-ouest, de la boucle du Mhoun et des Cascades, sont à formation à Sia. Organisé par leur parti, le séminaire qui a pour thème l'écologie politique, une alternative crédible pour le développement du Burkina Faso dans la stabilité, la paix, la concorde, la solidarité et l'unité, vise à les outiller sur les idéaux du RDBF. Ce fut l'occasion pour le premier responsable du parti de réaffirmer sa position face au débat national sur le Sénat et le référendum. Reportage Sanoua Christine Koulibaly. Face au changement climatique avec leur corollaire de catastrophes naturelles et d'intempéries qui compromettent des efforts de développement dans des pays comme le Burkina, une
une écologie politique reste une alternative crédible pour un développement durable, foi du RDEBF, le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso. Un parti politique qui a rassemblé ici à Sia ses cadres et militants des hauts-bassins, des cascades, de la boucle du Moun et du Sud-Ouest en vue de les outiller sur les idéaux du parti. Vous savez que l'écologie politique est technique. Il ne s'agit pas de politique simple, nous sommes aussi des acteurs du développement. Donc il est bon que nos militants puissent maîtriser un peu les idéaux, les valeurs et les principes que nous défendons. Ces principes sont entre autres la protection de l'environnement, la paix et la non-violence. Des communications sur le développement durable, l'économie verte, le cyanure, le mercure meubleront ce séminaire. Un séminaire durant lequel le débat sur le Sénat et le référendum n'est pas occulté. Si le peuple estime qu'après 25 ans de Blaise Compaoré, il veut un changement, il le fera savoir. Mais maintenant, si les gens sont sûrs que le peuple burkinabé veut du changement, ce n'est pas compliqué. Posez la question à ce même peuple burkinabé. Un point, un trait. Ce que nous devons faire, c'est de contrôler ces votes-là, les urnes, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait des fraudes, ni rien du tout. J'ai entendu des gens dire, oui, mais on va frauder, le peuple n'est pas mûr. Le peuple n'est pas mûr, et puis vous votez, vous êtes à l'Assemblée. Ce n'est pas ce même peuple, est-ce que c'est un autre peuple? Nous faisons confiance au peuple. Moi, je suis assis, arrêté devant vous, je vais être président du Faso. Et si Dieu veut, en 2015, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je veux la place de Blaise Compaoré. Mais dans le même temps, dans ma quête de pouvoir, je fais attention de ne pas mettre en danger la nation. Pour Amoué Draogo, le seul débat qui vaille reste celui du développement, chose qui ne saurait se faire sans la stabilité et la paix. Il appelle donc toutes les composantes sociopolitiques au dialogue et à la négociation pour asseoir une base sociale viable. Le RDEBF avait à ses côtés les responsables de partis politiques membres du Front républicain. Coopération à présent, le 5 juin, le Danemark célèbre sa fête nationale et le 6 juin, la Suède fête la sienne. Au Burkina Faso, les deux pays ont choisi le vendredi 6 juin pour une fête jumelée, une occasion pour les deux pays pour revisiter leur coopération avec le Burkina Faso. Reportage de Bachirou Youmadia, Doussa et de Sylvestre. Ce sont les hymnes nationaux du Burkina, de la Suède et du Danemark qui ont marqué le début de la célébration des fêtes nationales des deux pays étrangers à Ouagadougou. En effet, le 5 juin 1849 marque l'avènement de la Constitution danoise garantissant liberté et égalité de ses citoyens, faisant ainsi du Danemark une monarchie constitutionnelle depuis 165 ans. En 20 ans de coopération dano-burkinabé, c'est plus de 400 milliards injectés dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de l'eau, de la lutte contre le VIH-Sida et de la gouvernance. La fête nationale du Danemark, c'est le 5 juin et la fête suédoise, c'est le 6. C'est toujours important quand on passe une marque comme 20 années, mais je pense aussi que ce que c'est remarquable est que notre coopération reste et plus fort que toujours. Relation durable et peut continuer plusieurs années avec notre coopération. La Suède, quant à elle, deux raisons justifient sa fête nationale le 6 juin. D'abord, la montée au trône du roi Gustave le 6 juin 1523, car c'est sous son règne que les bases de l'État national suédois se sont fondées. Ensuite, c'est le 6 juin 1809 que la Suède d'une nouvelle constitution établissant les droits et libertés des citoyens. La Suède, en effet, se trouve dans une phase de désengagement de la coopération bilatérale. Décision qui a été prise en décembre 2012. Mais nous travaillons encore quelques années dans le secteur des ressources naturelles, dans les statistiques avec INST, dans les droits humains et démocratie. Symbole de solidarité et de fraternité, les deux pays ont célébré à l'unisson les fêtes nationales en présence de nombreux compatriotes et partenaires. Le parc automobile de l'État aux trousses des véhicules de l'État en situation d'utilisation irrégulière dans la ville de Ouagadougou. L'opération a eu lieu le week-end dernier, 2 jours de contrôle qui ont permis de mettre en fourrière 31 véhicules. Reportage, c'est Sylvestre. Il est 14h ce samedi 7 juin quand débute la énième opération de contrôle de l'utilisation des véhicules de l'État dans la capitale burkinabé organisée par le parc automobile de l'État. La police municipale quadrille la moitié sud de la ville et la compagnie républicaine de sécurité, le côté nord.
Sur les voies publiques et au carrefour, les contrôleurs vérifient les ordres d'émission et les laissez-passer. À noter aussi que tous les véhicules stationnés devant les lieux mondains, débits de boissons par exemple, sont systématiquement saisis. L'opération a débuté il y a seulement 2 heures et 14 véhicules en infraction sont déjà dans les filets de la police municipale et conduits en fourrière. Le contrôle se poursuit jusqu'au dimanche 8 juin dans l'après-midi. Nous sommes à 23 véhicules mis en fourrière. Hier, nous avons pu contrôler en gros la journée d'hier 102 et la journée d'aujourd'hui 115. Donc au total, un total de 217. Le total global de l'activité menée se chiffre à 242 véhicules de contrôlés, 236 jugés à jour, 15 refus d'obtempérer et 8 véhicules conduits en fourrière. 31 véhicules au total ont été mis en fourrière contre une dizaine lors de la dernière opération survenue en décembre 2013. Une hausse du taux des infractions à la réglementation de l'utilisation des véhicules de l'État que les forces de sécurité déplorent. En 2013, vers la fin d'année, on a mené 2 ou 3 opérations, mais ça n'a pas donné. Pratiquement, on a travaillé 2 jours, on a fait rentrer que 5 véhicules. Ça veut dire que hier, rien que hier, là, on a compris que non, tout est mis à plat et il fallait recommencer à zéro. Et c'est ça ce qui n'est pas intéressant. Il y a un laisser-aller et il faut que les gens reviennent un peu à la raison. La direction du parc automobile de l'État entend instaurer dorénavant, en collaboration avec les forces de sécurité, des contrôles permanents. Seuls les véhicules d'astreinte, tels que les ambulances et les véhicules de l'armée, sont exemptés du contrôle a priori, sauf en cas de stationnement devant les lieux mondains. Santé à présent, le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision veut changer le fusil d'épaule dans son combat contre les mutilations génitales féminines. À la faveur du mois de la famille et de l'enfant, ce sont les élus locaux interpellés à travers le thème du mois qui sont sollicités pour plus de sensibilisation, voire de répression. La région du Centre-Sud, qui enregistre encore de nombreux cas d'excision, a été choisie ce 4 juin pour un plaidoyer. C'était en faveur de Oswald Gaëtan Segeda. Au lendemain du lancement du mois de la famille et de l'enfant à Manga, les élus locaux sont mis à contribution pour venir à bout des mutilations génitales féminines. Gestionnaires du pouvoir local, plus proches des populations, il leur est demandé d'inscrire des actions de promotion de lutte contre la pratique de l'excision dans les plans locaux de développement. Il faut un engagement fort de la population à travers ces élus locaux qui pourront œuvrer à lutter efficacement contre le fléau. Et si les élus locaux s'engagent, en tout cas à nous accompagner dans cette lutte, nous pensons que chaque village, chaque hameau de culture sera sensibilisé et par conséquent, ceux qui s'adonnent donc à cette pratique, à terme, finiront par la laisser tomber. Malgré les 20 ans de lutte, la pratique de l'excision persiste et l'engagement des élus locaux se veut total. Il faut qu'au retour dans nos collectivités territoriales, nous puissions lutter pour sensibiliser davantage les populations. Et comme je l'ai dit tantôt, au besoin, passer par la répression. Au Burkina Faso, les statistiques sont inquiétantes. Près de 14% des filles de 0 à 14 ans et environ 76% des 15 à 49 ans sont victimes de mutilations génitales. Le chemin est encore long. La méthode de lutte doit changer, d'où l'implication des élus locaux. Santé toujours, un centre de santé et de promotion sociale pour le village de Lango, situé à 4 km de Zignaré dans l'Oubretenga. Le centre médical a été inauguré le 7 juin dernier grâce à la coopération entre le village opéra de Lango, les populations et des partenaires allemands. Reportage signé Moussaki. Le village opéra de Lango est en passe de devenir un lieu de soins pour les élèves et enseignants, mais aussi pour la population. À côté de ces écoles, c'est un centre de santé et de promotion sociale, CSPS, qui a vu le jour grâce aux efforts des responsables du village opéra avec l'aide de la population et des partenaires allemands. Ce centre de santé qui vient résoudre le problème de distance pour les consultations et les soins des patients est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un cabinet et d'un dépôt pharmaceutique. L'idée, c'était d'abord de construire un village. Et comme vous le savez, un village doit avoir toutes les composantes. C'est pour cela que nous avons aussi, dans la deuxième phase, la composante CSPS, parce qu'un centre de santé est très important pour les populations. On ne pourrait pas concevoir une population, un village, sans un lieu où ils peuvent se soigner en cas de maladie.
Le CSP de Laongo, c'est aussi la preuve de l'engagement du privé à accompagner les autorités burkinabées pour l'amélioration qualitative de la santé des populations. Convaincu que la santé est la plus grande économie de l'homme, l'État a affecté du personnel pour le fonctionnement de ces CSPS. Nous développons la philosophie de la qualité des soins, de la prise en charge, un bon accueil et le personnel justement va s'y atteler pour que la propreté, l'hygiène et tout ce qui est qualité des soins puisse demeurer dans ces centres. Les différents intervenants ont salué l'initiative des responsables du village Opéra et par la même occasion, ils ont invité la population à fréquenter ces centres de santé. Soutenance de mémoire le jeudi 5 juin dernier à l'Institut national de formation en travail social de Ouagadougou. Cette opération qui a débuté en présence du ministre Alain Zobga va se poursuivre jusqu'au 11 juin 2014. Le reportage de Bachirou Youmandia Doussa et de C. Sylvestre Da. Après 3 années de dur labeur, voici venu le moment de la série de soutenances à l'Institut national de formation en travail social. À l'image de Mohamed Cabré, ils sont au total 42 étudiants prêts à défendre les mémoires devant les membres du jury. Du côté des premiers responsables de l'école, on se réjouit de mettre chaque année à la disposition de l'État burkinabé des cadres prêts à servir dans le milieu du travail social, et cela depuis maintenant 14 ans. L'école des cadres supérieurs en travail social, qui est l'une des écoles de l'Institut national de formation en travail social, on en a deux. Il y a l'école des cadres supérieurs ici à Ouagadougou et l'école des cadres moyens. La mission, c'est d'assurer la formation initiale et continue des travailleurs de l'action sociale. Il y a 3 options. Il y a l'administration des affaires sociales, il y a l'inspection d'éducation des jeunes enfants et à l'inspection d'éducation spécialisée. Voilà, donc les 40 sont repartis entre les 3 options. En prélude au démarrage des soutenances des mémoires de fin de cycle, le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Alain Zobga, a eu droit à une visite guidée des nouveaux locaux de l'école des cadres supérieurs en travail social. Des événements en un. Ils ont déménagé dans leurs nouveaux locaux où ils espèrent avoir de meilleures conditions de travail pour pouvoir continuer à former nos jeunes, parce que nous en avons besoin sur le terrain. Deuxième événement, c'est la soutenance. Il y a un certain nombre d'élèves, d'étudiants qui s'apprêtent, en tout cas dès cet instant, à soutenir. J'espère que tout le monde va réussir, parce que nous en avons besoin. C'est des catégories qui sont recherchées. Nous sommes à cette phase où nous voulons mettre partout des services sociaux. C'est ce que nous avons appelé l'initiative de Yako, une commune, un service social. Pour cela, il faut du personnel. Prévu de dérouler du 5 au 11 juin, c'est une série de soutenances qui s'annonce déjà prometteuse avec une moyenne de 15,5 pour les premiers impétrants. Du sport à présent, la ville de Ouagadougou a vibré ce week-end au rythme de la 20e édition de la Coupe de l'Espoir. Au menu, il y a eu du cyclisme, des festivités culturelles et du football. Et puis justement, en football, le secteur 7 est monté sur la plus haute marche en dominant. Le secteur 2 sur le score de 2-0. Reportage de Jean-Modeste Ouedraogo et de Adama Guiti. Ce 20e acte de la Coupe de l'Espoir ressemble fortement à un classique du football burkinabé. Le secteur 2 aux couleurs de l'étoile filante de Ouagadougou est opposé au secteur 7 couleur Asfayenenga. Le secteur 7 ouvre le score sur pénalty grâce à Sofiane Ilboudo en première période. Au retour des vestiaires, le même homme permet au secteur 7 de remporter sa 9e finale. Au palmarès, le secteur 2 reçoit un jeu de maillot plus la somme de plus de 500 000 francs CFA. Le secteur 7, vainqueur de cette 20e édition, obtient un jeu de maillot, la somme de plus de 650 000 francs CFA, plus le trophée. Une fin heureuse qui réconforte le promoteur, mais aussi le parrain. Ce que nous devons saluer, c'est la forte mobilisation qui traverse tous les âges. J'ai vu les vieux, les adultes, les jeunes, grâce à l'action de notre ami et frère Brahima Badini. C'est une très belle finale. 2 grandes équipes qui ont joué un match de coupe, un match très bien joué, vous l'avez senti, un arbitrage parfait et je pense que vraiment c'est ce que nous attendions de la Coupe de l'Espoir. Outre le football, la Coupe de l'Espoir c'est également du cyclisme. En homme, c'est Yakuba Tal qui monte sur la plus haute marche du podium, il obtient un vélo
des gadgets, plus la somme de 50 000 francs CFA et le trophée. Chez les dames, Risnata Sana de Goursi s'est imposée devant plus de 80 femmes. Elle reçoit également un vélo, des gadgets, une enveloppe financière, plus le trophée. La question de la santé des femmes de la région est au centre des préoccupations du promoteur. Cette année encore, une campagne de dépistage sur le cancer du col de l'utérus a permis de détecter des cas suspects. Durant les 3 jours de dépistage, nous n'avons pas reçu tellement de cas, sauf les 5 qu'on a dépistés, les 5 cas de suspicion de lésions précancéreuses. Le dernier acte de cette 20e édition, c'est bien la nuit culturelle. Une nuit au cours de laquelle le comité d'organisation a remis des attestations et des trophées à des personnalités qui ont soutenu la Coupe de l'Espoir depuis sa naissance. Des personnalités parmi lesquelles notre confrère Richard Yamiogo. Et puis, le maire de la commune urbaine de Houndé a officiellement présenté le prix Copégol, le prix de compétition pour la gouvernance locale, d'une valeur de 2 500 000 francs qu'ils ont obtenu. C'était à l'occasion de la finale de sa coupe qui s'est jouée ce samedi et qui a mobilisé de nombreux invités, dont les autorités politiques et administratives. Le trophée a été remporté par l'équipe du secteur 2 qui était opposée à la formation du secteur 4. La cérémonie était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, M. Sungalo Apollinaire Ouattara, qui était représenté par le premier vice-président, M. Kanidoua Nabo. Anatole Nakoulma, Anna Lucie Kéressi pour vous, le reportage. En 2015, toutes les équipes de villages et de secteurs de Houndé pourront participer au tournoi de la Coupe de leur maire. C'est l'engagement qu'a pris le premier responsable du conseil municipal à la finale de sa coupe. La finale de cette 4e édition a opposé l'équipe du secteur 2 de Houndé en jaune et bleu à l'équipe du secteur 4. Le trophée a été remporté par les jaunes et bleus par le score de 2-1. Ils repartent avec toute récompense, les prix du meilleur buteur, du meilleur gardien et du meilleur défenseur. Le représentant du parrain a félicité les organisateurs qui ont renoué avec la coupe communale après 2 ans d'interruption, ce qui a permis aux jeunes de se rencontrer et de nouer des amitiés. Les buts ont été des buts de qualité, les joueurs ont respecté les consignes des arbitres. Il n'y a pas eu de bagarre, c'est ce que j'ai souhaité au début. Et vraiment, ça a été une agréable soirée d'avoir assisté à un si beau match. Le maire a saisi l'occasion pour présenter officiellement aux autorités qui ont effectué le déplacement au stade Kéni de Houndé le prix Copégol que la région des Hauts-Bassins a remporté à travers leur commune. On est parti de rien pour nous hisser au niveau national dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, avec l'accompagnement des acteurs locaux et des partenaires. Et c'est ça qui nous a fait que nous avons soumissionné à la compétition nationale sous cette thématique et heureusement nous avons été récompensés. Le haut-commissaire de la province du Tuy, tout en félicitant le maire et les conseillers municipaux de Houndé pour leur prix, les a encouragés à aller de l'avant. Vincent Sawargo a par ailleurs invité les autres communes à soumissionner l'année prochaine pour remporter les prix Copégol qui récompensent les meilleures pratiques dans la gouvernance locale. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités.